Bonjour à tous, dans Impact Co 10% pour tout changer, c'est une deuxième émission. Alors je vous le rappelle, c'est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire en partenariat avec le French Impact et Promonolab. Alors cette semaine, nous abordons le sujet du partage de la valeur et nous allons décrypter notamment les initiatives de la Maïf avec son fondateur, mais aussi celle des acteurs phares de l'agroalimentaire, C'est qui le patron avec son fondateur. Nous passons tout de suite à la Maïf. Nous avons le plaisir d'accueillir son directeur général, Pascal Demurger. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous m'entendez bien? C'est un petit peu haché, Cyrielle. Bon, et à vos côtés, voilà, nous recevons Nicolas Chaban, donc le fondateur de C'est qui le patron. Bonjour Nicolas. Bonjour, je vous entends au même niveau, mais je vous entends. Écoutez, moi je vous entends bien. On va croiser les doigts pour cette web TV. Alors, on va tout de suite commencer par la Maïf. Alors, la Maïf, on va un peu recontextualiser tout ça. Vous êtes le 5e assureur français. Vous avez 3 millions de sociétaires, 8 000 collaborateurs et vous avez été créé il y a 86 ans par des enseignants. Alors, tout de suite, on va straight to the point ici. Nous allons notamment aborder votre mesure qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup d'encre digitale également. C'est votre mesure spéciale 100 millions d'euros d'économies estimées que vous avez reversées à vos sociétaires, plus de 2 millions. C'était notamment en raison de la chute de la sinistralité automobile, avec un constat qu'il y a bien évidemment en ce moment avec le confinement, moins 75% d'accidents automobiles. Alors, dans votre secteur, Pascal Demurger, donc directeur général de la Maïf, vous semblez un peu avoir fait cavalier seul. Pourquoi, à votre avis, les autres groupes d'assurance ne vous ont pas suivi dans cette démarche? Alors peut-être un mot déjà sur la mesure que l'on a adoptée. Pour moi, il était hors de question, il était complètement exclu que l'entreprise puisse tirer et finalement s'enrichir à la faveur de la crise. Et donc, qui dit confinement dit moindre circulation automobile, moins d'accidents de voitures. Complètement évident de reverser à nos sociétaires plus de 100 millions d'euros en réalité, plus de 100 millions d'euros d'économies réalisées sur les accidents de voitures. Et on a décidé de proposer le reversement aux sociétaires, mais les sociétaires peuvent, s'ils versent à différentes causes que l'on a identifiées en lien avec la crise. Voilà, pour moi, il était encore une fois vraiment exclu de tirer sur le dos de la crise. Alors, pourquoi tous les assureurs pourquoi les autres assureurs ne l'ont-ils pas fait? Différente, la Maïf est un assureur de particuliers, pas exposé du tout au risque des entreprises. D'autres assureurs sont plus exposés avoir des coûts plus importants liés à la crise. Chacun voit un petit peu c'est propre en fonction de son activité. Par ailleurs, les autres assureurs généralement ont fait des choses également, peut-être moins fortes symboliquement et financièrement, mais tous ont fait généralement eu des actes de solidarité. Ça y est? Oui, attention, le micro. Est-ce que c'est bon? Pascal? Oui. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, je vous entends, Cyrielle. Alors c'est bon, on va continuer. Désolée, apparemment je suis partie contre mon plein gré. Est-ce que vous pouvez juste simplement revenir sur le dispositif des 100 millions d'euros d'économie? Enfin, vous avez versé plus de 100 millions et que pour vous c'était inenvisageable de ne pas avoir fait ce geste de solidarité, c'est ça, envers vos sociétaires?
Oui, donc je comprends en fait que ça ne passait pas, c'est ça. Je reprends effectivement, enfin pour nous, il était complètement inenvisageable effectivement de tirer un bénéfice de la crise que l'on traite. Je crois que ce ne serait pas admissible. Or, il se fait qu'on est un assureur de particuliers, notamment un assureur automobile. Évidemment, le confinement signifie certes plus de leur véhicule automobile, et donc il y a une chute importante, de l'ordre de 75% des accidents automobiles. L'assureur, et donc nous n'avons pas voulu, bien sûr, conserver ces sommes, et on a souhaité les redistribuer. 100 millions d'euros, c'est une somme importante pour nous, 100 millions d'euros. C'est pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près le montant de notre et donc ces 100 millions d'euros, nous avons décidé de les redistribuer. Soit nos sociétaires peuvent effectivement récupérer la revient, soit la reverser à quelques œuvres que l'on a identifiées en lien avec la crise sanitaire actuelle. Alors, comment vous expliquez que vous êtes seul aujourd'hui? Il n'y a pas Generali ou encore la Matmut, ils n'ont pas fait ce geste-là. Il y en a d'autres qui disent, comme le délégué syndical de la CGT, Laurent Cantel, que c'est un geste qui peut paraître un peu hasardeux sur le plan technique. Il faudrait surtout qu'une grosse catastrophe naturelle se produise pour que les résultats de la branche soient un peu sous pression. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui disent que voilà, les assureurs doivent garder plus de fonds propres en cas de crise majeure? Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, je ne sais pas si ce que l'on a fait est hasardeux sur le plan technique. Je sais que ne pas le faire, ça me paraît très hasardeux au plan moral. Ce sont des économies que nous réalisons à cause du confinement. S'il n'y avait pas eu le confinement, il y aurait eu plus de sinistres automobiles, et les 100 millions, nous les aurions dépensés. Donc ça me paraît complètement légitime de les redistribuer. Et par ailleurs, notre main, il y a une catastrophe naturelle. Nous avons évidemment les provisions et les fonds propres nécessaires pour faire face à une naturelle. C'est notre métier d'assureur, c'est notre rôle d'assureur, et nous l'assumerons. Est-ce que celles qui ne le font pas, il y a un peu une responsabilité quelque part ou pas, selon vous? Ça peut paraître irresponsable de ne pas faire ce même geste? Pardon, c'est vrai. Est-ce que pour les autres assureurs, ça peut paraître irresponsable? Alors, je ne porterai pas de jugement sur mes confrères. Chaque assureur est dans une... Il y a des assureurs qui assurent beaucoup plus d'entreprises, notamment de petites entreprises, certains qui sont très spécialisés sur des domaines liés, et y compris parfois des domaines qui sont justement très impactés par la crise. Donc, il y a des assureurs qui vont avoir énormément de dépenses, de sinistres liés à la crise. Donc, je ne porterai surtout pas de jugement sur le comportement des uns et des autres. En tout cas, pour ce qui nous concerne, il nous fallait faire ce geste. Alors maintenant, on va passer en interne. Vous avez 8000 collaborateurs, on le rappelle. Et voilà, il semblerait que vous avez renoncé donc au chômage partiel pour vos 8000 collaborateurs, et ce jusqu'à la fin du confinement. Ça, c'est votre engagement. Oui, alors sur l'interne, déjà, il y avait pour moi une priorité absolue qui était évidemment la protection des collaborateurs. La protection, ça signifie pour moi deux choses. Bien sûr, prioritairement la protection de leur santé. Et donc, dès le 17 mars, nous avons fermé l'intégralité et tous nos collaborateurs sont rentrés chez eux, et lorsque c'est possible, ont exercé en travail à distance. Et puis, la protection des collaborateurs financières, et nous avons garanti dès le 17 mars, là aussi, j'ai annoncé que on paierait 100% des salaires, quelle que soit la durée du confinement et quelle que soit la situation du collaborateur au regard de l'entreprise. Sur les 8000 collaborateurs, il y en a aujourd'hui à peu près la moitié en activité, dont une grosse part parce que tout simplement il y a une baisse d'activité ou qu'ils ne peuvent pas exercer depuis leur domicile. Normalement, nous serions éligibles au dispositif
gouvernemental de chômage partiel, hein, et on aurait le remboursement des salaires de ces collaborateurs-là au gouvernement, à la puissance publique. Nous avons décidé de ne pas le faire parce que le dispositif exceptionnel de chômage partiel, il est là pour des entreprises qui, sans ce dispositif, seraient obligées de licencier, éviter des licenciements. Ça n'est pas notre cas. Et donc, j'estime que l'on n'est pas prioritaire et je préfère laisser ce dispositif à celles des entreprises qui en ont réellement besoin pour éviter des licenciements. Et qu'en est-il au niveau de vos fournisseurs, de vos prestataires? J'ai lu également qu'ils avaient tous une mission, c'est-à-dire? Alors, on fait en sorte, d'abord, on a accéléré le paiement à l'ensemble des fournisseurs et notamment des plus petites entreprises, hein, parce qu'on sait bien que les sujets de trésorerie aujourd'hui sont complètement fondamentaux. Et puis, nous essayons de maintenir à leur bénéfice le plus d'activités possible, notamment encore une fois pour les fournisseurs de petite taille, parce que là aussi, hein, ils nous le demandent et c'est souvent une question de survie pour eux et donc à leur survie. Et concernant le personnel soignant, vous avez également mis en place une initiative sur votre site internet. Vous avez élargi les horaires, c'est ça, d'ouverture jusqu'à 21h. Ça, c'est l'un des gestes aussi que vous avez fait durant cette crise sanitaire. Alors effectivement, on essaye d'une manière générale de faciliter la vie de ceux qui sont au front, hein, qui sont en première ligne, et notamment le personnel, pas exclusivement. Et donc, on essaye de leur faciliter la vie à la fois en élargissant les garanties de leur contrat, en élargissant en effet les horaires auxquels ils peuvent nous joindre, parce que ce n'est pas toujours facile pour eux de nous joindre sur des horaires classiques d'ouverture de nos sites, enfin en tout cas d'ouverture téléphonique. Donc on essaye effectivement de faire le maximum. On a un certain nombre de dons, y compris d'un stock de masques que l'on avait, qu'on a mis à leur disposition. Il y a évidemment une multiplication des gestes de cette nature. Et alors, au niveau des assureurs, il y a notre président Emmanuel Macron qui a un peu mis une certaine pression sur les assureurs en disant « vous devez être au rendez-vous ». Comment la Maïf a pris cette demande présidentielle? Écoutez, de manière extrêmement sereine, parce que justement par l'ensemble des mesures que nous avons prises et notamment le remboursement à nos sociétaires des économies que nous réalisons sur les sinistres automobiles, j'ai la faiblesse de croire que nous sommes au rendez-vous. D'ailleurs, le sens des messages que j'ai reçus du plus haut sommet de l'État. Donc moi, je le prends très, très sereinement. L'ensemble du secteur, je crois que le secteur est en réalité au rendez-vous. Parce que effectivement cette crise va coûter très cher. Effectivement, l'ensemble des assureurs généralement des gestes de solidarité importants. En revanche, sans doute que tout ça ne se sait pas assez, qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication. La République a été obligée de rappeler cela, mais je crois que la profession est au rendez-vous. En tout cas, pour ce qui nous concerne, on a vraiment le sentiment. Et concernant l'après-crise, est-ce qu'il y a des gestes de solidarité, des initiatives que vous allez peut-être faire perdurer, que vous allez changer au sein de la Maïf? Alors, ça peut être les horaires d'ouverture de vos sites ou qu'est-ce qui va changer après? Moi, je crois que beaucoup de choses vont changer. Demain ne sera pas comme hier. Alors, demain ne sera pas comme hier opérationnel. Hein. On est en train de réfléchir à la manière dont on va, après le 11 mai, revenir sur les sites et revenir à une activité plus normale. Mais ce ne sera pas comme avant. Ce ne sera pas comme avant parce que la crise continuera d'être là. Il faudra évidemment à son existence, peut-être prévoir d'ailleurs de nouvelles mesures de confinement.
tout ne sera pas comme avant par les enseignements aussi hein, de ce qui s'est passé. Et on a bien vu que des process nouveaux se mettaient en place, des modes de fonctionnement alternatifs qui parfois sont extrêmement pertinents et donc il faudra qu'on en tire les leçons. Et puis je crois que tout ne sera pas comme avant parce que on allait sans doute encore plus loin, allait sans doute encore plus vite dans les orientations qui sont les nôtres sur une forme de singularité. Vous l'avez dit, nous sommes entreprise à mission avec la volonté d'avoir un engagement extrêmement fort au bénéfice de la société, au bénéfice des collaborateurs, clients, société en général. Et je crois que la crise a bien révélé de manière encore plus éclatante, j'allais dire, hein, les faiblesses de notre système actuel et révéler la nécessité d'aller encore plus loin dans une transition de notre école. Nous allons accélérer nous-mêmes sur notre singularité et nos engagements. Très bien. Merci Pascal Demurger. Je passe maintenant la parole à notre deuxième invité, Nicolas Chaban. Vous êtes le cofondateur, on le rappelle, de cette coopérative aux 10 000 sociétaires C'est qui le patron? Vous êtes là, Nicolas? Dans un halo de lumière, mais bon, voilà. Alors, je le rappelle, hein, vous êtes le fondateur de la marque du consommateur, c'est le nom de votre site internet. C'est une initiative complètement disruptive et collaborative. Hein. Vous avez donné le pouvoir décisionnel aux consommateurs de fabriquer leurs propres produits en répondant à un questionnaire et chaque produit aide un producteur. Aujourd'hui, ce sont 3000 familles de producteurs en France qui fixent eux-mêmes le niveau de rémunération sur Internet. On va commencer par ça. Nicolas Chaban. Alors, j'ai pas entendu la fin de la question, mais ça va me permettre de répondre à la question que je veux finalement, donc je suis ravi. Non, j'ai pas entendu la fin de la question. Vous rappeliez le principe de C'est qui le patron? Alors, on fait toujours, je vais pas déroger à la règle. C'est pas de la publicité, mais c'est pour aller plus vite. Voilà, C'est qui le patron? C'est la création des consommateurs, alors qui ont créé. Attendez, comme j'ai un petit décalage. Cette brique de lait. Cette brique de lait, c'est la volonté toute simple de consommateurs que nous sommes, puisque c'est une coopérative. On a démarré il y a 3 ans dans des conditions, on n'avait pas de bureau, on n'avait pas de business plan, de grande stratégie. Il n'y avait pas de pub à la télé, pas de commerciaux, et je vois le visuel à l'écran. Ça, c'est la réussite d'une famille de gens désormais assez grande. Il y a 14 millions de gens qui achètent les produits C'est qui le patron. Ce sont de simples consommateurs, de simples citoyens qui ont voulu que leur achat, notamment de lait, redonne à l'autre bout le sourire aux producteurs plutôt que de continuer bien involontairement à alimenter un système qui détruit de la valeur. Voilà. Et pour rappel, ça coûte 4 € par an de plus pour redonner le sourire aux producteurs à l'autre bout. Donc voilà comment est née l'histoire et on le voit. On rêvait de vendre 5 millions de litres de lait la première année pour aider les premières familles. Et là, je découvre, c'est peut-être les derniers chiffres, qu'on est à 156 millions. Chaque litre est un litre acheté par des consommateurs qui ont voulu changer les choses. Il n'y a pas de hasard si vous êtes dans ce Impact & Co 10% pour tout changer. C'est qui le patron? Ce sont 36 produits, ce sont 168 millions de produits depuis le lancement qui ont été vendus sans pub, sans commerciaux comme vous le dites. Vous avez un taux de croissance en 4 ans de 116%, notamment la première année. Et effectivement, c'est la marque alimentaire qui progresse le plus depuis 2 ans parmi toutes les autres grandes marques alimentaires. Comment vous expliquez votre succès, Nicolas Chaban? On le voit dans ce graphique, on le voit dans vos chiffres. Comment vous expliquez ce succès, comme vous dites, sans tableau Excel? Voilà. Comment c'est possible? Mais peut-être que dans la question, il y a une part de la réponse. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce monde structuré avec une part d'experts qui réfléchissaient en réunion pour quelques autres, il a certainement un peu vécu. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on peut s'interconnecter, on peut se parler, on peut répondre collectivement ensemble à des questions simples. Est-ce que vous rajoutez 4 € par an pour du lait équitable? Bah oui, 3,30 € pour des œufs sur une année à chaque fois. On est sorti d'un monde qui était piloté par quelques-uns avec une masse de gens qui suivaient. Voilà. On est
dans l'ère du bon sens collectif qui se fait entendre. Il y a beaucoup de bienveillance chez tout le monde. Donc, quand on rassemble et qu'on recrée cette fréquence collective, on arrive à quelque chose d'autre. Et ce succès qui est collectif, encore une fois, on le ramène à C'est qui le patron, à nous, organisateurs, mais on n'est rien à l'échelle de ce que c'est devenu. Vous ne pouvez pas, à quelques-uns comme nous, faire cet immense succès quand en plus vous n'avez pas les piliers que vous avez rappelés, la pub et la force de vente. C'est que c'est un hommage que j'essaie de faire tout le temps parce que il est plus que légitime. C'est des gens partout en France qui ont dit ben moi, cette initiative, à mon échelle, hein, on est sociétaire ou pas, mais on est dans une autre logique que d'être face à une marque traditionnelle. C'est ma marque. Alors, je vais voir le directeur de magasin. Il y a une dame qui était cliente depuis 30 ans qui a dit à son patron de magasin, la brique de lait, on l'a créée ensemble pour les producteurs, là, celle-là, elle est trop haut, baissez-la, mettez-la dans le rayon au milieu. C'est un rapport complètement différent entre les consommateurs, les distributeurs et bien évidemment les producteurs. Alors, depuis la crise, hein, vous aussi, vous n'échappez pas aux hausses de certaines ventes, notamment de produits alimentaires comme les pâtes. Vous avez plus 382% sur les pâtes, plus 142% sur la farine et également sur les steaks surgelés. Alors, durant cette crise, vous avez fait pareil, encore parler de vous, Nicolas Chaban, ça ne s'arrête pas. Vous avez lancé un fonds de solidarité. Une initiative, je le rappelle, soutenue par plus de 97% de vos sociétaires. Et vous avez levé en 8 jours 750 000 €. Expliquez-nous. C'est encore une jolie histoire, mais qui appartient à tout le monde, hein, parce que quand on a vu, pour être très concret, arriver ces chiffres de vente que vous avez rappelés, en un mois, Nielsen, qui est un organisme qui mesure tout ça là, dans les magasins, nous dit il y a 200 000 € de gains supplémentaires, de gains additionnels. Liés à quoi? Liés au fait que cette crise terrible a amené tout le monde dans les rayons en urgence, avec une angoisse, remplir ses frigos et ses placards. Donc tout naturellement, on s'est dit c'est pas possible de garder cet argent. Il provient d'une crise globale, on est tous impliqués, naturellement, il faut qu'on soit solidaires. Voilà, c'est venu assez naturellement. On a demandé aux sociétaires de C'est qui le patron, il y a 10 000 sociétaires, est-ce que ça a du sens pour vous de le faire? Ça a été un oui immense, 97,8% des gens. Et voilà comment cet argent, qui n'appartient pas en temps de crise, il ne peut pas y avoir une famille de gens qui gagnent pendant qu'une famille de gens perd, avec des conséquences terribles. Il y a des drames tous les jours partout en France. Donc c'est de notre responsabilité, me semble-t-il, même si chacun fait ce qu'il veut, de considérer ça. On était tout à l'heure, vous étiez avec le patron de la Maïf, c'est exemplaire ce qui a été fait. 100 millions d'euros ramenés parce qu'il y avait moins d'accidents, c'est tellement une évidence. C'est pas forcément une évidence de le faire, c'est pas si simple de le faire. Mais ce qu'ils ont fait est exemplaire. Et ça provoque d'ailleurs une réaction, j'imagine, chez beaucoup de gens. C'est que moi, je me suis maintenant, je vais aller m'assurer à la Maïf. J'étais assuré pour une partie parce que c'est proche de mes valeurs. Quelqu'un considère à un moment donné les choses comme moi. Donc là, il y a un peu cette schizophrénie dont les spécialistes de l'agroalimentaire et les autres devraient sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tour de magie. Vous interrogez 1000 personnes, 100 millions de personnes ou 66 millions de Français, ils vous diront la même chose. Est-ce qu'on garde cet argent qui appartient à la crise finalement? Certains s'enrichissent parce qu'il y a une détresse totale, ou est-ce qu'on le ramène vers ceux qui souffrent? Tout le monde dirait ramenez-le. Pourquoi tout le monde ne le fait pas? C'est un des mystères de l'inertie des mondes qui changent. Et là, je ne vous vois plus, Cyrielle, donc peut-être, je ne sais pas si mais je vais profiter du fait que si voilà, je vous retrouve. Vous m'entendez? Je suis là. Oui, c'est pas agréable de mener une discussion quand j'entends une réponse sur 5. Mais je vais faire comme si vous l'avez peut-être pas dit. Vous avez eu un soutien de 150 000 € de Carrefour ou encore de Panzani aussi. Est-ce que vous attendez à ce que les grosses marques comme ça viennent justement auprès de vous en disant on va venir vous soutenir? Est-ce que quelque part c'est aussi une responsabilité auquel elle doit faire face actuellement plus que jamais? Oui, vous avez souligné qu'après ces 200 000 € qui vont devenir 300 000 € là, de C'est qui le patron, amenés pour aider concrètement des petits commerces, notamment dans les villages, avec Bouge ton coq, les maires ruraux qui se mobilisent, les consommateurs se mobilisent, on a eu le bonheur de voir arriver Panzani qui a dit écoutez, oui, on considère
que ces gains additionnels doivent être ramenés vers ceux qui en ont besoin. Et puis Carrefour et d'autres là qui nous appellent en disant on souhaiterait le faire. Mais finalement, même si pas mal de gens nous appellent, j'arrive pas à comprendre, moi, que tout le monde ne le fasse pas, pour être très honnête, même si tout le monde est libre, évidemment, de considérer la chose, et pas forcément par ce fond, que ce soit fait en direct. Alors, il faut être juste et rappeler que les fabricants, notamment, ont fait beaucoup de choses, mais ça passe un peu sous les radars parce que, malheureusement, même quand des choses bien peuvent être faites, elles appartiennent pour les consommateurs à la normalité des choses. Il est l'heure, je pense, de reconnecter les consommateurs avec les fabricants aussi dans cette part d'action et de responsabilité qu'ils prennent. Je veux rappeler que ce fonds, c'est pas C'est qui le patron. Là, depuis ce matin, je parle avec tout le monde. Alors, les gens disent oui, mais c'est qui le patron qui a fait un fonds, donc on ne sait pas, on va peut-être faire des choses de notre côté. Non, ce fonds de solidarité des consommateurs et des citoyens, il est totalement indépendant. C'est la coopérative, ce sont des consommateurs, ceux de toutes les marques dont vous parlez, qui se rassemblent pour faire un truc assez merveilleux, c'est qu'ils identifient dans les régions de France les gens en difficulté, ils s'assurent que l'argent est bien parvenu jusqu'à eux, qu'il y a eu des retombées positives. On est dans une proximité, une transparence, une traçabilité directe, que les fabricants prennent ce relais-là. C'est une façon aussi de se rapprocher de leurs propres consommateurs. Voilà, donc mon info du matin, c'est un fonds indépendant. C'est qui le patron y participe, mais bien d'autres peuvent y participer. C'est d'abord le fonds des consommateurs et des citoyens. Alors justement, comment il fonctionne? Comment vous allez identifier, sourcer ces agriculteurs, ces commerces indépendants, ces restaurateurs, ces bars, ces familles de commerces indépendants qui vont justement bénéficier de ce fonds de solidarité indépendant? Alors, il y a naturellement tous ceux qui nous appellent parce que quand on est en difficulté, on a la possibilité rapidement, nous on traite ça le plus rapidement possible pour que les aides arrivent très vite vers ceux qui en ont besoin. Mais il y a aussi cette remontée par vous, moi, des consommateurs citoyens partout qui disent eux-mêmes dans une petite vidéo qu'ils nous envoient, il y a dans ce quartier un bar qui fait du lien avec tout le monde. C'est vraiment triste parce que là, depuis 2 mois, il est à l'arrêt. Et il risque de ne pas passer cette période. Je les connais bien. Ce sont des gens exemplaires. Vous voyez, il y a cette prescription individuelle. Voilà, il y a un lien de confiance. Et puis d'ailleurs, quand les sous sont arrivés, j'irai, quand le déconfinement sera fini, voir cette personne, voir si ça l'a aidé, peut-être faire aussi un peu de promo pour qu'il reparte dans des meilleures conditions. Tout ce lien, on a une énergie phénoménale, nous, les consos et les citoyens. On l'a pas forcément utilisé comme on peut l'utiliser. Si les choses sont claires, que ça a du sens, que ça aide des gens, on est prêt à faire plein de choses. Donc c'est là où ce fonds a aussi son originalité, comme c'est qui le patron, c'est de repartir de la dimension personnelle que nous incarnons tous. Si on la rassemble, c'est inarrêtable. Au niveau de l'alimentaire, il y a également cette notion qui s'est décuplée, cette notion du locavorisme. Vous savez, on achète les produits locaux et forcément de saison s'ils poussent à côté de chez nous. Est-ce que vous pensez que cette tendance va se perpétuer aujourd'hui chez les nombreux consommateurs après cette crise sanitaire ? C'est une tendance qui est déjà là depuis longtemps, qui est très saine, des produits faits près de chez moi. On va rappeler quand même ce que ça incarne, il y a d'autres choses. Mais d'abord, il y a moins de transport, donc moins d'impact CO2. Et puis, celui qui me vend ce produit localement, je lui permets de vivre un peu mieux de son travail, mais cet argent, il va le réinvestir localement. Donc, ça a tellement de vertus. On entre dans l'ère de l'évidence qui va devenir une réalité collective. C'est-à-dire que le bon sens et l'évidence vont véritablement s'imposer parce qu'il y a une crise et qu'il faut qu'on prenne des points d'appui sur des choses qui soient plus, encore une fois, des perspectives ou des visions marketing ou de communication ou de direction générale. La vie est simple. On a des gens près de chez nous qui nous font des bons produits, on les aide et en échange, ils rachèteront à un proche qui a lui-même un commerce et il y a toute une chaîne de valeur qui se crée. Voilà comment, évidemment, ça a du sens. Et puis là, dans le contexte actuel, ça en aura encore plus, parce que je veux faire passer un message. Je ne vous vois plus, Cyrielle, mais j'en profite pour dire absolument tout ce que je veux. Je suis là, je suis là. Non, je sais bien. Non, mais je vais vous parler des producteurs. Vous voyez, les producteurs, on a tous comme ça un réveil qui se fait. On a besoin de manger. Ils sont tous les jours au boulot. C'est eux qui nous font tous nos produits, les produits qu'on consomme et que nos enfants consomment.
Et s'ils ne sont pas là, c'est dramatique. Donc, ces gens-là qui nous nourrissent, si on veut que ce soit eux qui nous nourrissent, et pas les gens qui sont à l'autre bout du monde, où on ne saura absolument plus comment sont faits les produits, il faut qu'on les protège. Ces gens qui sont si importants pour nous, ils gagnent 300 euros, 400 euros par mois pour un tiers d'entre eux. Ils sont dans des situations dramatiques et travaillent 7 jours sur 7. Voilà comment le bon sens, à un moment donné, va imposer le fait qu'il faut protéger cette famille de producteurs et d'agriculteurs parce que c'est juste normal. Voilà, on a lutté pendant des années. C'est fou, hein, comme un tour de magie bizarroïde. On avait autre chose que le bon sens qui installait finalement la dimension collective des choses. Là, je pense que ça va changer encore plus vite que ça n'était amorcé. Ce sera bénéfique. Alors, j'ai une question aussi avec André. Pardonnez-moi. Vous m'entendez, Nicolas? Vous m'entendez, Nicolas? Je n'ai pas entendu la fin. La fin de la question, je n'ai pas entendu. J'ai dit en fait, concernant les agriculteurs, le cours du lait a par exemple baissé de plus de 10% depuis le début de la crise et il va y avoir sans doute un risque de surproduction. Alors, c'est quoi la situation des agriculteurs dans cette période? Alors, il y a ceux, évidemment, qui continuent de vendre, notamment sur les filières de la grande distribution, puisque les magasins sont ouverts. Donc, il y a une famille qui est protégée par ce débouché-là. Mais, effectivement, il y a un drame parce que les restaurants, les lieux de restauration collective ne sont plus ouverts. Donc, c'est autant de produits qui ne sont plus consommés et ça crée un déséquilibre dramatique. Donc, ça crée une surproduction. Et effectivement, c'est une situation difficile, mais j'essaie toujours de regarder la part d'espoir et de positif qu'il y a. Je veux parler d'eux, les producteurs donc de C'est qui le patron, qui ont initié la démarche, qui les payent depuis 3 ans au juste prix grâce au soutien de tous les consommateurs. Ben, eux, ils vivent bien et ils sont sortis d'affaire. Mais là, dès que la crise s'est déclarée, ils ont immédiatement tenu à aller aider d'autres copains, d'autres laiteries en difficulté. Et je trouve que c'est un symbole très fort parce que si eux, les producteurs qui ne roulent pas sur l'or, sont capables d'aller aider des gens en difficulté, sans doute que tout le monde peut le faire et tout le monde doit le faire. Vraiment, plus les jours passent, plus je me dis, mais comment on n'assiste pas à une évidente solidarité globale, notamment d'acteurs qui ont des moyens de le faire, alors que des producteurs de lait aident leurs copains et je vous assure qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils ne roulent pas sur l'or, ceux qui font ça. Nicolas Chaban, donc fondateur C'est qui le patron, après la crise, qu'est-ce que vous allez garder? Est-ce que ce fonds de solidarité va encore perdurer pendant 6 mois, 18 mois? Qu'est-ce que vous allez garder de cette crise? Alors, ce fonds de solidarité, ça va être encore un vote collectif. C'est Nathalie Rosquevas, qui est la présidente de ce fonds. Tous les jours, là, il y a une organisation qui se fait autour de la vie et d'urgence. Mais tout le monde aimerait et souhaiterait le garder. Et je pense que ça va se faire. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est la petite zone de consolation dans la crise globale qu'on vit. Si on sait en sortir, évidemment, plus fort et différemment armé pour envisager la suite, ça nous consolera de bien des drames que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Pour ça, il faut que ce fonds, par exemple, de solidarité perdure. Il faut qu'à un moment donné, il y ait peut-être, on l'a fait nous pour que ça dure dans le temps, c'est que le patron reverse 1% vers ce fonds pour aider des gens qui en ont besoin. C'est pas grand-chose, 1%. Mais à l'échelle de ce que ça peut représenter chez beaucoup d'acteurs, ça peut être... Vous voyez que demain ne sera plus possible pour des fabricants, des marques qui resteront dans une logique refermée sur elles-mêmes sans tenir compte réellement du fait qu'il faut un équilibre et des interventions à une autre échelle que sa propre échelle. Même si elles font des choses, c'est toujours ce qu'elles me disent, mais on fait plein de choses. Bon, non, c'est pas ça, c'est pas faire des choses ponctuellement, c'est bien sûr. C'est, dans son propre modèle, indexer le fait qu'une partie de ses revenus est confiée notamment aux consommateurs et aux citoyens qui, eux, de façon très positive et bienveillante, en feront forcément autre chose. Voilà l'objet de ce fonds et pourquoi il va durer après la crise. Très bien, on en saura plus du coup d'ici quelques mois. On va terminer cette Web TV Impact & Co 10% par tout changer. Je vais vous poser une question à chacun et je vais revenir à Pascal Demurger, directeur général de la Maïf.
avec un regard croisé. Pascal, j'aimerais avoir votre vision cette fois-ci en tant qu'homme, en tant que citoyen, en tant que père de famille. Comment cette crise vous a affecté actuellement et surtout, qu'est-ce que ça va changer chez vous dans vos comportements, dans votre vision? Alors, actuellement, la crise, c'est plutôt, je ne sais pas si c'est un surcroît, mais en tout cas, c'est une activité extrêmement dense hein, toute la journée. Il a fallu évidemment s'organiser de manière très rapide hein, pour que l'entreprise puisse basculer en mode confiné à distance. Donc, il y a eu pas mal d'activités. Il y a eu beaucoup d'activités aussi sur l'ensemble du secteur avec les autres assureurs. Alors, qu'est-ce que ça va changer En tant qu'homme, ce qui m'intéresse, c'est le Pascal Demurger, homme et père de famille et citoyen. Ouais. Bah, écoutez, c'est évidemment l'occasion d'une plus grande proximité. C'est l'occasion aussi finalement de se rendre compte qu'il y a tout un tas de contraintes que l'on se fixe dans sa vie professionnelle et qui sont totalement contournables. Et je pense qu'effectivement, rester de temps en temps travailler à domicile des siens est finalement jouable là où on se l'interdit en temps normal. Avoir un rythme tel différent et qui permettent de mieux conjuguer au fond vie personnelle et vie professionnelle, c'est peut-être effectivement tout à fait accessible. Nicolas Chaban, même question pour vous. En tant qu'homme de terrain également, en tant que père de famille, en tant que citoyen engagé, ouais. Voilà, qu'est-ce que ça va changer chez vous? En écoutant votre question, je me rends compte que il va y avoir une superposition plus directe du père de famille et de la personne qui travaille dans son entreprise ou du dirigeant. Enfin, moi, j'ai toujours ressenti les choses comme ça. Je trouvais un peu dingue les postures qui consistent à être différent dans le cadre de son travail et de revenir à la maison avec d'autres valeurs et d'autres centres d'intérêt. Ce petit décalage-là, j'espère qu'il va se combler. Moi, à titre personnel, je vais renforcer cette idée que notre bon sens collectif, qui passe par une vision individuelle des choses, peut absolument tout changer. C'est-à-dire que ça me renforce dans l'idée qu'il faut qu'on se retrouve autour de valeurs toutes simples. On a la possibilité de partager très rapidement l'envie de faire des choses utiles et positives. On est tous faits de la même de la même volonté. Et après, on a quand même, je le rappelle, mais je le fais souvent, mais on a un moyen très simple de changer le monde, en silence même. C'est sa carte bleue, son acte d'achat. C'est-à-dire que si à un moment donné, on décide en France d'acheter finalement beaucoup moins de plastique et de plastique d'emballage des produits, si on le faisait tous, en quelques semaines, on serait le pays qui en consomme le moins. C'est aussi simple que ça en réalité. Donc, se réapproprier l'idée qu'individuellement on existe, on est une part absolument phénoménale de la force collective qu'on peut représenter tous ensemble et ne pas se priver, de façon encore une fois très bienveillante, de peser de tout notre poids collectif sur un monde qui nous demande qu'à aujourd'hui se réindexer un peu d'autre chose que de ce qu'il a vécu depuis quelques années. Donc voilà, on sera entendu et par la nature humaine, donc faisons-le. On a un beau rendez-vous collectif là pour l'avenir de ce qu'on peut partager tous ensemble. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, Nicolas Chaban, fondateur de la marque du consommateur C'est qui le patron. Merci beaucoup d'avoir été mes invités à distance dans Pink & Co 10% pour tout changer. Merci beaucoup pour vos échanges, vos solutions, vos conseils et puis surtout voilà vos démarches de solidarité durant cette période de crise sanitaire majeure sans précédent. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi de cette semaine, le 24 avril à 11h30. Nous allons recevoir le secrétaire général de Danone, Mathias Fischra, ainsi qu'une entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire, Baluchon, représentée par sa fondatrice Louise Fourquet. Et nous allons bien évidemment, vous l'avez deviné, aborder le thème de cette transition alimentaire peut-être de plus en plus solidaire. N'oubliez pas sur les réseaux sociaux avec le hashtag 10%. Et je le rappelle,
Impact & Co 10% pour tout changer est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire en partenariat avec le French Lab et Pro Bono Lab. Je vous remercie, très belle journée et rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.